Ce programme vous est offert par Afriland First Bank. Bonsoir et bienvenue sur Vox Live, votre émission de débat où nous décryptons les grands enjeux du continent. Ce soir, nous revenons sur une décision qui a surpris, celle de la grâce présidentielle accordée à Dadis Camara, ex-président de la junte responsable du massacre du 28 septembre 2009 par Mamadi Doumbouya. Une surprise dans un contexte où la mémoire des victimes reste encore vive. Mais quelle grâce? Est-ce un geste de réconciliation ou un simple calcul politique? En parallèle, Doumbouya annonce un référendum constitutionnel pour septembre 2025, un tournant pour la Guinée. Cette double annonce soulève donc cette question existentielle. La transition guinéenne est-elle vraiment tournée vers la justice et la démocratie, ou cherche-t-elle à renforcer le pouvoir du régime actuel? Pour en parler ce soir, je suis entourée d'un panel d'invités. À ma droite, Makaëline Guebla, bonsoir. Bonsoir Soukaina, merci. Vous êtes journaliste politique, ancien conseiller à la présidence tchadienne, mais également défenseur des droits humains. Et votre regard, il va nous permettre de comprendre justement quelles répercussions de cette grâce sur la société guinéenne. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Abdoulaye Djibril Sow. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste politique, et vous étiez vous-même au stade au moment des faits. Votre éclairage nous sera très précieux. Merci. Enfin, Olivier Nogo, bonsoir, merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes également journaliste politique et votre lecture nous permettra de comprendre un petit peu la lecture géopolitique de cette double annonce. Merci messieurs d'être parmi nous ce soir, et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je voudrais qu'on fasse un rapide tour de table pour essayer d'avoir votre lecture à chacun de cette grâce. Il y a eu un petit peu un rétropédalage de Mamadi Doumbouya qui est au début condamné. Dadis Camara, il est finalement revenu sur cette grâce. Abdoulaye Djibril, quelle lecture vous faites de cette annonce ? Tout d'abord, il faut rappeler que moi j'ai suivi les deux décrets le premier décret du 26 mars qui a décidé de l'indemnisation des victimes. Et là, je me suis dit tout de suite qu'il y a quelque chose qui se trame derrière. Et 2 jours après, on a assisté au décret accordant la grâce au président Moussa Dadis Camara. Donc, je n'avais plus de doute. C'est une façon de calmer la population, cette indemnisation avant la grâce. Le premier décret était une façon de préparer l'ensemble des victimes à la grâce présidentielle, parce qu'en Guinée, la plupart des actes posés par le pouvoir politique sont souvent sur, disons, une carte damier, et on ne peut pas nier que c'est souvent des calculs politiques. Sinon, moi, je ne comprends pas pourquoi on peut accorder une grâce à quelqu'un déjà qui est en première instance condamné, et que le jugement n'est pas... contre l'humanité, justement, pour la répression sanglante. Pour des crimes aussi graves, parce que moi-même, j'y étais au stade en tant que reporter ce jour. Et voilà, on ne peut pas nier de bout à bout que ce n'est pas un calcul politique. D'autant plus que quelques jours plus tard, il y a eu le décret aussi convoquant le corps électoral au référendum pour la nouvelle constitution. Donc, mutandis, on ne peut dire que ce n'est pas un calcul politique qui est derrière. Olivier Nogo, on l'a dit, une répression sanglante. Aujourd'hui, cette grâce, elle suscite de vives réactions. Est-ce que vous partagez cette lecture ? Absolument pas. Je ne parle pas des événements. Attention, les événements, ça, il n'y a strictement rien à y redire. Je voudrais juste inviter les gens qui sont surpris, d'ailleurs c'est l'objet de ma surprise, à regarder ce qu'on appelle la réelle politique. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2025. J'ai envie de reprendre déjà un premier exemple. La jeune génération ne le connaîtra peut-être pas trop. C'est ce qui s'est passé entre Peter Botha et Nelson Mandela. 4 ans avant sa libération, il y avait déjà des négociations entre les deux parties. Et quand il a été libéré, je pense, pour faire court, vous avez vu le premier geste, c'était le pardon. Le pardon pour pouvoir avancer. Parce que ce qui s'est passé, on ne peut pas changer, ça fait partie de l'histoire. Donc lorsqu'on reste au niveau du peuple, on est dans l'émotionnel. Et c'est normal que le peuple en pâtisse, en souffre. Mais quand on dirige,
ou quand on est amené à prendre les commandes, ne serait-ce que d'un État, il faut avoir non seulement un esprit froid, un regard froid, mais regarder vers l'avant. Et c'est ce qu'eux, ils étaient en train de faire. Lorsqu'on est dans la position du président Doumbouya, on a réfléchi à tout ça bien avant. Et on avait déjà cette stratégie bien avant. Seulement, il fallait la faire accepter au peuple. Et c'était extrêmement difficile parce que c'est un caillou au pied de la chaussure. N'oubliez pas que ce sont des militaires. Et donc, en tant que militaire, il est commandant. Et il n'oublie pas qu'en face, la personne, c'était lui-même un chef militaire. Pour arriver à la présidence, quand on est un chef militaire, il faut forcément avoir des gens derrière soi, des gens armés. Et parmi les gens qui étaient déjà là à l'époque de Dadis Camara, ils sont encore là, derrière aujourd'hui Doumbouya. Et ce dernier, n'oublie pas qu'il C'est grâce à un atout politique pour la suite de son mandat, enfin, de ce qu'il espère. Pas seulement, il faut déjà penser, il faut rester déjà terre à terre. Premier niveau, ça c'est le deuxième niveau de lecture. Premier niveau de lecture, il a pris le pouvoir par la force. Il ne peut pas l'oublier. Donc, il doit aussi regarder derrière. La confiance, certes, en ces gens, n'exclut nullement la méfiance des ambitions. Donc aujourd'hui, ces subalternes regardent comment lui, commandant, gère ce qu'un autre commandant a pu commettre. Il n'était pas au stade. On parle de Toumba, qui était lui et qui aurait donné des ordres. Il y a eu d'ailleurs une joute lors du procès de savoir qui est-ce qui donnait les instructions, qu'est-ce qui était au courant, qu'est-ce qui... Donc il n'oublie pas qu'il est chef militaire et qu'il peut lui arriver aussi quelque chose comme ça où un subalterne va aller au-delà du raisonnable. Et encore, je pèse mes mots. Et lui, en tant que chef d'État, en tant que chef des armées, ce sera redevable. Décision raisonnable, calcul politique. Makaïla, quelle lecture vous faites également? Moi, je dois rappeler que j'ai accueilli les victimes effectivement des événements du stade à Dakar. Moi, j'ai milité au sein d'une organisation qui s'appelle la RADO. Donc, j'ai une pensée pieuse effectivement à Fatoumata Bari, à l'avocate Alima Camara, qui ont suivi de près ce dossier. Et moi, je l'ai suivi grâce à cette organisation et avec la FIDH. Donc, moi, je pense que la lecture politique que je peux avoir, c'est que dans un premier temps, Olivier évoquait le réalisme politique. Je suis tout à fait d'accord. Mais il ne faut pas que les victimes partent en perte. Le cas, c'est que c'est aussi l'instauration d'une culture d'impunité en Guinée qui, depuis des décennies, n'a connu qu'une impunité. Aujourd'hui, nous avons salué effectivement la condamnation de M. Dadis Camara, mais subitement, Doumbouya, qui effectivement est arrivé au pouvoir par effraction, par un coup d'État qui ne lui donne pas une certaine légitimité. Effectivement, il y a un calcul politique derrière cela. Le fait d'indemniser, de gracier ou bien d'amnistier complètement Dadis Camara, c'est aussi effectivement un enjeu politique. Il a été gracié, pas voilà, il était gracié, donc voilà, il était gracié, autant pour moi. Et donc, le calcul politique derrière, c'est quoi? C'est que M. Doumbouya va se présenter aux élections présidentielles. M. Dadis Camara étant un ressortissant de la zone forestière, et donc il peut effectivement compter sur l'électorat forestier. Et donc, c'est un peu ça le jeu politique sociétal d'une Guinée hyper clivé, il faut le dire, depuis, je pense, le contrôle de Sceaux. Donc moi, je pense que le problème qui est là, c'est que les victimes qui prennent un coup dur, l'indemnisation ne suffit pas, effectivement, ne peut pas éradiquer totalement, Olivier, effectivement, la souffrance qu'a enduré ces filles-là, lorsque j'étais à Dakar. Moi, j'ai accueilli plusieurs d'entre elles chez moi et je les ai accompagnées dans le cadre de ce processus de lutte contre l'impunité en Guinée. Donc moi, je pense que la situation en Guinée aujourd'hui, plus que jamais, de ce Kaina, interpellant, étant donné que moi j'ai beaucoup d'amis, j'ai fait 2 mois à Conakry, j'ai beaucoup d'amis dans la société civile, j'ai beaucoup d'amis. Aujourd'hui, on n'en parle pas, l'opposition est neutralisée, donc on balaye complètement le terrain à l'élection d'un homme qui malheureusement en fait qui est militaire. Et donc cette solidarité corporatiste qui lie M. Doumbouya à Dadis Camara a fait triompher sur les droits de l'homme, sur la liberté et sur la justice. Je vous voyais réagir, Olivier. Oui, parce que cette grâce, ça doit se faire au détriment de la population. Non, elle ne se fait pas du tout au détriment de la population. La commission d'enquête sur le massacre de 2009, elle a documenté plus de 150 personnes tuées, près de 1000 blessés. On parle quand même d'une... Des femmes violées. Voilà, d'une plaie toujours vive dans la société guinéenne. Je reprends justement les mots de Makaïla, une culture d'impunité, justement une décision prise au détriment des citoyens? Non, ce n'est pas vraiment une culture d'impunité. Pourquoi? Il faut revenir aussi à l'africanité, si je puis dire ainsi. Du côté de la région forestière, on croit aux forces mystiques et c'est extrêmement puissant. Et je crois même que l'actuel président y donne aussi énormément foi. Dadis Camara a reçu une balle presque à bout portant. Et il s'en est sorti.
Dadis Camara, je n'ai absolument aucune affinité avec parce que je l'ai vu. On est resté 3 heures en interview, j'étais avec 3 autres journalistes. Je crois que sur les 3 heures, il a parlé 2h45. Nous 3, on n'a eu que les 15 minutes. Mon erreur, c'est qu'il avait demandé nos pièces d'identité pour voir, et je n'ai qu'un passeport, et j'ai remis, c'était un passeport français. Et là, il n'a pas supporté un Africain avec un passeport français. Je n'ai pas de passeport camerounais. D'ailleurs, ça peut faire l'objet d'une émission. La double nationalité où on perd énormément de talent. Et donc, c'est un monsieur qui m'a réellement menacé. Je n'ai pas honte vous le dire, hein. Je suis un homme, mais je me suis senti pire qu'un enfant parce qu'il avait une arme. Nous étions dans sa chambre et il faisait des tours. Il s'amusait à presque nous braquer et à tout moment, moi je pensais qu'il allait tirer. Quand on connaît ce Dadis Camara là et qu'on voit celui d'aujourd'hui, il a payé quand même et il en a pris cher. Donc ça aussi, il faut voir que au niveau de la population, je ne parle pas des victimes. Ça aurait pu être une décision... Au niveau de la population, ils sont en train de se dire qu'il a été béni par les forces mystiques parce qu'il mourait sous l'arme d'un de ses bras droits d'ailleurs. Sinon, il ne serait plus là. Et même s'il vient, même s'il parle, on parle de ses problèmes de santé, c'est parce qu'on ne va pas livrer tout. Les Marocains ont quand même énormément œuvré pour pouvoir le sauver. Donc aujourd'hui, la junte au pouvoir considère qu'il a déjà de toute façon payé. Je crois que pour calmer les ardeurs, il aurait été mieux pour Mamadi Doumbouya de commuer cette peine de 20 ans de réclusion criminelle pour Dadis en une peine de résidence surveillée. Parce que absoudre par une grâce présidentielle tous ces crimes qu'ont subi ces victimes, moi je n'étais pas victime, hein, mais j'étais au stade, j'ai pu prendre une personne qui a pris une balle dans l'œil. Vous imaginez, moi j'étais journaliste, je ne pouvais pas prendre parti, mais pendant près de 2 mois, nous sommes intervenus dans les différents médias avec des menaces à l'appui pour retracer franchement les événements du 28 septembre. Mais vous êtes en train de réfléchir, certes en journaliste, mais vous réfléchissez avec l'émotion du peuple. Avec l'émotion du peuple, non, je ne réfléchis pas avec l'émotion du peuple. Strictement, mais je veux quand même aller au bout de mon raisonnement. Malheureusement, lorsqu'on est militaire, il y a une chaîne de commandement. Vous avez suivi le procès et vous avez vu en filigrane, c'était qui a donné les instructions et qui, entre guillemets, porte la responsabilité parce qu'il est chef. Et donc, il en est sorti très clairement du côté militaire que Dadis Camara était condamné parce qu'il était le chef et non parce qu'il était le donneur d'ordre. Pour responsabilité de commandement, voilà. Oui. Et chez les militaires, ça parle énormément. Bien sûr. Énormément. Bien sûr. C'est pour ça qu'en fait, ils ont une vision totalement différente de ce que nous, on peut voir, malgré tout l'horreur. Hein, est-ce que ce n'était pas l'occasion, justement, pour lui de faire différemment et de prendre en considération, vous le disiez, la mémoire vive encore de la population? Est-ce qu'il n'avait pas une carte à jouer, justement, à ce niveau-là? On est, je l'ai dit tout à l'heure, en période 2.0. Les jeunes dirigeants, actuellement, ont pu apprendre l'expérience des anciens et essaye d'aller vers l'avant. Il est en train de construire une histoire. Il faut voir non seulement sa stature physique, et il veut joindre cette stature physique avec une stature politique en général. Et tous les grands de ce monde, tous les grands leaders de ce monde inscrivent leur histoire en pardonnant justement des faits marquants qui restent encore une trace indélébile au niveau de la population. Et il sait que ces gestes allaient faire parler. Et je vous dis, au niveau des militaires, c'est absolument une autre version. Mais justement, Olivier, le militaire, dans ces cas de figure, c'est que le militaire, que ce soit guinéen ou bien africain en général, prennent en otage effectivement leur population, répriment les populations, mais après ils finissent par être graciés. Et là, moi je pense que c'est un acte extrêmement inquiétant pour la suite d'un ancrage démocratique dans nos pays en général. Et pour le cas de Guinée, pourquoi je parle de la culture d'impunité, Olivier, c'est que nous avons connu effectivement le président Ahmed Sékou Touré. J'ai beaucoup de respect effectivement à sa mort parce qu'il est décédé, mais il a laissé effectivement des séquelles d'une répression généralisée à l'encontre d'une population guinéenne. Il y a eu du Sékou Touré, hein. Il y a le premier, Diallo Telli, figure historique, emblématique, a disparu sur Ahmed Sékou Touré.
Après, on tombe sur le régime d'Adis Camara, Lansana Conté d'abord, Oui. où des répressions. Moi, j'ai couvert l'événement à Dakar, en Guinée, à partir de Dakar, et j'invitais effectivement Alimatou Camara, souvent sur le plateau à Dakar. Mais sauf que la situation en Guinée n'a pas changé. Et donc, nous, en tant que journalistes qui analysons le contexte guinéen en général, nous devons plutôt apporter effectivement une analyse nouvelle, faire en sorte que la Guinée devait fermer effectivement la page de confiscation du pouvoir, la page de répression généralisée pour aller vers une démocratie réelle. Or, on a l'impression qu'au regard des régimes successifs guinéens, depuis Amadou Touré à nos jours, c'est que la Guinée reste un pays enlisé, immobilisé, et donc moi je pense que ça m'inquiète pour l'avenir démocratique de ces pays. Pour marcher sur la langue de mon ami Makaïla, tous les régimes qui se sont succédés en Guinée ont été violents. En fait, il y a beaucoup plus un système qui engloutit les régimes qui arrivent et qui les oriente vers leur desiderata que le responsable ou le président qui arrive lui-même, qui incarne sa politique de développement, de gouvernance, parce que le système, il est plus fort que l'État, disons, en Guinée. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est aussi les discours prometteurs que tous ces présidents proclament avant, disons, l'entame de l'exercice de pouvoir en Guinée. Moi, j'ai connu... j'ai pas connu Sékou Touré parce qu'au moment où Sékou Touré était puissant, moi j'étais encore jeune. Mais j'ai connu Lansana Conté. Lansana Conté, c'est à son arrivée que moi j'ai commencé à aller à l'école. J'ai connu Dadis, j'ai connu Sekouba, j'ai connu Alpha Condé et jusqu'à Mamadi Doumbouya. Bon, Mamadi Doumbouya, je ne l'ai pas connu. Je l'ai connu à distance. Ils sont tous dans ces discours, disons, prometteurs. Et une fois dans l'exercice du pouvoir, il y a un revirement à 180 degrés, ce qui n'est pas, disons, rassurant par rapport à un jeune qui peut vraiment aspirer aujourd'hui à... J'ai envie de dire, à part en Afrique du Sud avec Nelson Mandela, quel est le président véritablement, une fois arrivé au pouvoir, qui a tenu parole? Mais on ne tient pas parole entièrement, mais on peut faire rassurer les gens, ne serait-ce que du côté judiciaire ou du côté de la gouvernance. On ne peut pas être parfait sur tous les plans. On prend souvent l'exemple du Sénégal, notamment en Afrique de l'Ouest, qui est cité comme exemple berceau de la démocratie en tout cas. Macky Sall, au final, il ne faut pas oublier ce qui a failli quand même arriver, si le peuple ne se révoltait pas, l'histoire du troisième mandat. Mais justement, vous revenez à ce que je vous dis, c'est par rapport au discours prometteur. Parce qu'on promet, une fois dans l'exercice du pouvoir, on fait autre chose. Les militaires, les militaires à la caserne, c'était effectivement la revendication de la société civile des voies démocratiques africaines en général. Or, on constate ces derniers temps, il y a 5 ans, le coup d'État successif dans la région ont éloigné effectivement les partenaires du continent sur les questions liées au processus démocratique qui, sur le continent, depuis 90, Olivier, je parle sur votre contrôle, depuis la conférence de Laval, on a l'impression que l'Afrique fait du surplace. Et ces surplaces, nous sommes dans une logique, nous appartenons au camp de rupture en tant qu'Africains. Nous appartenons au camp de rupture parce que nous pensons qu'effectivement les régimes d'exception qui ont gangréné nos États n'ont pas pu quand même créer les conditions d'un développement harmonieux pour tous les pays africains. Aujourd'hui, le cas de la Guinée qui fait l'objet de ces débats nous permet d'analyser et de proposer d'alternatives au peuple guinéen. Or, on a l'impression que le départ d'Alpha Condé, dans des conditions que vous connaissez, quelqu'un qui a un long parcours de lutte démocratique depuis l'exil et qui est venu au pouvoir, même si on peut contester l'élection d'Alpha Condé en 2010, il a quand même ouvert effectivement un espace de liberté démocratique à l'opposition démocratique guinéenne qui manifestait, la société civile manifestait. Mais aujourd'hui, ça fait pratiquement 3 ans que M. Doumbia est au pouvoir, il est colonel, c'est pas n'importe qui. Il est général maintenant. Il est général. Et vous, Olivier, décrivez effectivement sa corpulence qui fait peur, qui terrorise effectivement les Guinéens. Donc moi, je pense que la situation actuelle dans laquelle nous sommes en train de vivre en Guinée, M. Cellou Dalein est en exil, d'autres sont les partis politiques sont effectivement pratiquement dissous, ils sont interdits de manifester. Et jusqu'à quand cette situation va durer en Guinée? C'est pourquoi nous pensons que cette grâce, si elle peut quand même arranger et répondre effectivement à l'aspiration de M. Dadis Camara, mais cette grâce, elle est incompatible aujourd'hui avec la justice des victimes, Olivier?
Oui, ça, je serais tout à fait d'accord avec vous si malheureusement il n'y avait qu'une lecture, disons, publique ou juridique de la chose. Mais malheureusement, en Guinée, mon voisin l'a dit tout à l'heure, hein, l'armée a un énorme pouvoir. Et moi, je pense que le régime actuel a essayé de satisfaire un peu tout le monde avec ce caillou, hein, cette patate chaude. Donc, quelque part, les victimes, en indemnisant, c'est des grosses sommes, certes, qui ne peuvent pas ramener les êtres chers disparus. Et en libérant aussi quelqu'un qui pouvait être un danger potentiel. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi, l'impression que j'ai en discutant avec certaines personnes du régime, c'est que ils sont complètement tournés vers le programme de 2040. Voilà. Et donc, tout ce qu'on est en train de dire là sur la libération, la non-libération, l'affaire en question, c'est juste pour eux une parenthèse, un épisode à vite balayer dans les confins de l'armoire de l'histoire pour pouvoir avancer vers l'avant. Parce que ce sont des militaires et pour l'écrasante majorité, aujourd'hui, ils ont envie d'acquérir une forme de notabilité. Quand je parle de notabilité, ce n'est pas les comptes en banque, un notable en compte en banque. Moi, je parle du respect même en tant que leader politique. On le voit, que ce soit... lié aux décisions prises notamment, et là vous faites référence à évidemment cette grâce. C'est ce vers quoi ils sont en train de... Ils travaillent énormément l'aspect C'est une façon d'asseoir son pouvoir, c'est une façon... Il a déjà. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a vraiment pas d'opposition en Guinée et personne... En fait, pour être allé sur place, j'ai vu quelque chose qui m'a réellement surpris. Les gens peuvent critiquer l'entourage, mais quand lui, il arrive, c'est l'unanimité. C'est incroyable. Même ceux qui étaient en train de mal parler du pouvoir en place, quand il arrive, c'est en fait une quasi-idolâtrie. Et c'est assez surprenant. Les jeunes se révoltent. Une idolâtrie ou finalement une absence d'espace démocratique et une absence de contrepoids politique. Les deux vont un tout petit peu ensemble parce que certains le font naturellement et d'autres sont dans le suivisme. Donc ça, c'est une réalité bien souvent au niveau des populations africaines. On l'a vu en Libye. Une semaine avant, il y avait une place remplie des fidèles de Kadhafi quand il est tombé. Une semaine après, c'était la même place remplie, parfois avec les mêmes personnes, mais qui étaient totalement opposées à Kadhafi. C'est le schéma en Guinée. Aujourd'hui, la plupart des personnes qui faisaient l'éloge d'Alpha Condé il y a 3 ans ou 4 ans, et qui le poussaient, qui l'encourageaient à se présenter pour un 3e mandat, la plupart de ces anciens ministres ou de ces anciens cadres sont avec Mamadi Doumbouya. Ils le font croire que voilà, rien ne va lui arriver, il va aller jusqu'au bout. Sauf que ces gens, ils roulent pour eux-mêmes, quoi. Et c'est ce qui est vraiment dommage pour une nation comme la Guinée, et qui a besoin de gens, de personnes qui sont sérieuses pour pouvoir enclencher maintenant un développement qu'on chante depuis belle lurette. C'est vrai. Ce qu'il y a, c'est que la reconversion politique et la transhumance politique dans nos États sont une triste réalité. Et il a su le dire, ils ont su le dire. C'est que vous êtes aujourd'hui avec un parti qui, une fois en déclin, vous vous reconvertissez. Et là, ce qui fait qu'effectivement, ça a plombé l'espace civique et politique et qu'il n'y a pas une conviction dans la lutte politique dans nos États. Et donc, des personnalités ou bien des personnes comme nous autres, des gens issus de la société civile, des médias, des milieux médiatiques, on a du mal, effectivement, parce qu'en fait, pour assainir un espace civique comme le nôtre, dans ces pays africains, on a ces défis à relever. Donc les gens sont guidés motivés plutôt par l'intérêt personnel que par l'intérêt général. Et ce qui fait qu'on a du mal dans ces États à créer, à satisfaire nos populations. Les gens sont tout le temps dans une reconversion politique. Ils sont aujourd'hui avec celui-là, demain ils sont avec l'autre. Et donc jusqu'à quand cette situation va passer? Quand vous comparez nos États, ne serait-ce qu'avec les pays du Maghreb. Moi j'ai eu la chance d'avoir vécu en Tunisie. Les questions de liberté civique et politique étaient un défi pour le peuple tunisien. Mais la question de l'eau, de l'électricité, le gaz, et ça, les Tunisiens en avaient. Et donc aujourd'hui, monsieur Kaïssi, pour ne pas, en fait, juste une parenthèse, qui est arrivé au pouvoir, qui est universitaire, qui refait les mêmes pratiques du régime Ben Ali et qui interdit
un soulèvement populaire. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Ouais. Donc, nous pensons que les défis aujourd'hui pour nous, diaspora africaine en général et guinéens en particulier, les défis sont des défis transversaux qui doivent vraiment nous intéresser et que le droit de regard que nous sommes en train d'apporter sur la Guinée doit être un droit de regard pour un Guinéen, pour un Camerounais, pour une Franco-Marocaine et pour un Tchadien pour effectivement diagnostiquer le mal qui gangrène notre société. Et y trouver un remède. Ouais. Ceci dit, on ne va pas mélanger ce qui se passe en Tunisie avec ce qui se passe en Guinée. C'est un parallèle qui oui, je sais, j'essaye de voir, parce qu'en fait, c'est une manière juste de dire que si nos peuples ne veulent pas s'engager, c'est parce que pour eux, que ce soit vert ou que ce soit rouge ou que ce soit jaune, pour prendre des couleurs que je connais bien, c'est la même chose pour eux, la réalité, parce que leurs priorités sont terre à terre. Il a parlé tout à l'heure de l'eau, il a parlé tout à l'heure de gaz, d'électricité. Quel que soit le parti, lorsqu'on s'en va voir les populations, eux, ils veulent avoir de quoi mettre dans la vitesse quotidienne. Tout simplement. Et donc, à partir de là, ils ont tendance à suivre le mouvement le plus fort. Non pas parce qu'ils y adhèrent, mais parce qu'en fait, ils se disent que... Il y a un besoin urgent. Oui, et ils pourront avoir des meilleures miettes avec ceux qui prennent le bâton de commandement. En fait, les droits socio-économiques sont des droits fondamentaux au Kenya. Et il arrive pour le continent africain et pour nos pays en général, ces droits économiques qui sont les plus fondamentaux manquent curieusement, et c'est ce qu'on appelle l'indifférence, l'incurie de nos autorités à penser à ces droits. Donc, ces droits, si on arrivait à les résoudre, le problème, il n'y aura pas assez de problèmes. Il semble que les États africains, les régimes africains les plus totalitaires n'ont pas eu la chance, ou bien la moindre attention à porter sur ces questions-là. Et donc, ces questions peuvent susciter souvent effectivement des réactions populaires, et d'où on assiste à des insurrections, en fait, on assiste à des coups d'État. On a toujours créé le besoin chez les citoyens à qui on vient vendre des discours pompeux, des discours de propagande. Ça continue. On fait du surplace entre la relation entre les gouvernants et les gouvernés. C'est le problème qui demeure en Afrique. C'est ce que je vous ai dit tout de suite. On a toujours des discours, mais dans la pratique, dans la gestion, dans l'exercice du pouvoir, ces discours ne sont pas conformes à la réalité. Et les populations qui sont la cible des discours, des actes, des actions, elles sont toujours dans le besoin. Et les populations, justement, juste pour faire un parallèle, vous faites, j'imagine, le lien avec la société civile guinéenne, vous qui êtes vous-même guinéen, pardon. Mm-hmm. On a vu que justement la classe politique a réagi, il n'y a pas eu une réaction unanime de satisfaction vis-à-vis de cette grâce. Il y a les ONG également qui se sont saisies, justement. Quelle a été la réaction de la population de cette grâce ? La réaction de la population, à travers les organisations des droits de l'homme, la société civile, tout le monde est choqué du fait que d'abord, comme je vous disais tantôt, le jugement n'est pas allé à son terme. Là, c'était la première instance. Dadis lui-même, il avait interjeté appel au niveau de la cour d'appel de Conakry. Et les avocats de la défense étaient eux-mêmes aussi choqués. Et de la partie civile, ils ne comprennent pas en fait pourquoi on ne peut pas attendre que le jugement aille à son terme pour maintenant espérer intervenir à travers une grâce présidentielle. Donc tout le monde ne comprend pas. L'incompréhension, elle est générale chez les partis civils, et d'autant plus que le jugement n'est pas allé à son terme. Olivier. Je vois beaucoup réagir sur le plateau. Non. Je comprends, hein, je partage un peu son avis, mais il faut regarder la tendance mondiale aujourd'hui. Cette tendance, c'est faire bouger les choses par le plus fort. On le voit notamment aux États-Unis avec ce qui se passe, les décisions de Trump. Il casse l'immobilisme. Qu'on soit d'accord avec ou qu'on soit contre ces décisions, il casse l'immobilisme. C'est des choses aussi qu'on remarque en Afrique. Ça a été le cas au Gabon, avec le président... Brice Clotaire Oligui-Nguema qui a renversé à nouveau. Oui, tout à fait. Et si vous regardez un peu, c'est le cas, on en parlera sans doute dans une autre émission, avec les pays de l'AES. À chaque fois, lorsqu'il y a des hommes forts qui arrivent, ils n'attendent absolument pas du tout qu'il y ait la vie des populations, parce qu'en fait, ils servent de moteur d'inertie, pour casser l'inertie, je veux dire. Et donc, aujourd'hui,
C'est ce qui arrive également du côté de Conakry. votre pays, de Conakry. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les gens qui sont surpris sont les personnes qui, soit c'est de la naïveté, soit c'est de la non-observation. Parce qu'on a un régime en place qui a une ligne de conduite et qui fonce vers un objectif. Et tout ce qu'on parle là, ce sont pour eux uniquement des petits accros, des accros qu'il faut écraser. Il faut quand même parler de la tentative d'évasion, enfin, entre guillemets, l'évasion. Mais que là, Dadis Camara n'a pas suivi et n'a pas appuyé son adversaire qui est aujourd'hui au pouvoir, qui est peut-être devenu... Oui. Olivier, vous vous rappelez vous-même, en tant que journaliste, vous avez eu la chance d'interviewer Dadis Camara, vous avez vu le comportement d'un homme. Oui. Qui, effectivement, à l'époque, dans les années... La personnalité ça, c'est clair. C'est un comportement... Je ne peux pas l'oublier. Quelqu'un qui arrête en pleine réunion, qui arrête l'ambassadeur d'Allemagne, qui dit, mais vous là... Donc, en fait, moi, je pense que, quelque part, M. Dadis Camara a été un homme, quand même, qui a, psychologiquement parlant, avait un peu des limites. Et donc, ce qui nous a entraîné à cette répression violente, le 29, c'est ça? Le 28 septembre, de manière la plus disproportionnée, en réprimant, violant. Vous savez, les viols, c'est une arme redoutable. Moi, j'ai accueilli ces femmes chez moi, à domicile, à Dakar, ils en savent quelque chose. Et ces filles, elles étaient traumatisées. Elles se réveillent la nuit pour pleurer. Tu ne sais pas comment tu peux... Et dans un pays comme le Sénégal, moi, j'ai vécu à Dakar. Et donc, vous savez, il n'y a pas de psychologue, il n'y a pas de médecins qui peuvent les accompagner. Le seul soutien qu'on avait, c'était les organisations internationales qui nous venaient en aide. Je pense à la FIDA, je pense à l'Amnesty International, qui venaient en aide à ces personnes qu'on a hébergées pendant un certain temps. Donc moi, je pense que les séquelles vont encore ressusciter, vont être quand même, effectivement, quand ils revoient effectivement les films, c'est traumatisant. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, la situation en Guinée, ce n'est pas parce qu'on est fort qu'on doit s'imposer sur son peuple. On doit aussi ouvrir un champ politique, un champ démocratique. On doit aussi être conciliant avec sa population. Mais l'exemple que tu citais sur Donald Trump, ça ne peut pas... La puissance des États-Unis ne peut pas justifier effectivement qu'ils élèvent les tons sur n'importe quelle personne. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que l'ensemble des acteurs associatifs, des journalistes doivent se mobiliser comme un seul homme pour qu'effectivement le retour des pratiques les plus abjectes ne peuvent pas faire des lits prospérer dans notre société. Je voudrais juste ajouter sur ce qu'il dit. Je ne suis pas du tout. Oui, je ne suis absolument pas du tout en train de vanter ici les pratiques. Je ne fais nullement l'apologie de quelconque méthode. Je dis juste que quand on est observateur, malheureusement, c'est la réalité du terrain. Mais justement, c'est la réalité du terrain. Nous devons aussi effectivement les relever, les dénoncer. On va détailler justement, c'est important ce que vous dites, on va détailler cette réalité du terrain et cette dernière annonce. Celle de mars 2025 avec le retour à l'ordre constitutionnel annoncé par Mamadi Doumbouya. On prend d'abord une courte pause et on revient dans un instant sur Vox Live. Merci d'être avec nous sur Vox Live. Le débat se poursuit. On l'évoquait à un instant, cette annonce de Mamadi Doumbouya, celle d'un référendum constitutionnel qui aura lieu en septembre 2025, donc dans quelques mois, pour restaurer, selon lui, un ordre constitutionnel après 2 ans de transition. Et ce référendum, il pourrait ouvrir la voie à une nouvelle constitution et marquer un retour à un régime civil après la chute de l'ancien président Abdoulaye Djibril. Pourquoi maintenant ? C'est la question que je me pose aussi. Pourquoi maintenant? D'autant plus que c'était une des promesses du colonel Mamadi Doumbouya à l'époque, à son arrivée au pouvoir le 5 septembre 2021. Mais 4 ans, pardon, j'ai dit 2 ans, 4 ans. Voilà, j'allais rectifier. Et 4 ans après, avec, disons, les premières pressions de la communauté internationale qui ont fini par se rallier, je ne sais pas pourquoi. Et aujourd'hui, moi je me réjouis, d'autant plus que déjà c'est un pas. Si toutefois les conditions sont réunies pour arriver à ce référendum du 21 septembre 2025, ce serait une bonne chose pour la Guinée qui attend encore, disons, de démarrer. Mais avec les éléments qui vont concourir à l'arrivée de ce référendum, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans les années, disons en 2022, on parlait déjà d'un RAVEC qui allait aboutir à un fichier électoral, et tout récemment, on a encore fait un communiqué du ministère de l'administration du territoire qui est, disons, indirectement va gérer les élections. On parle de recensement
pour pouvoir mettre en place ce fichier électoral. Donc, vous avez là une dichotomie de procédés qui pose question par rapport à ce rendez-vous électoral, parce qu'on a perdu beaucoup de temps avec l'ORAVEC. On avait fait un budget de 600 millions qui passait devant les bailleurs internationaux pour un budget vraiment qu'on ne peut pas réaliser. Et aujourd'hui, on se résout à un recensement électoral, alors qu'il y a un fichier, même s'il était contesté, qu'on pouvait vraiment auditer et mettre en place un fichier qui était acceptable par toutes les parties, même si aujourd'hui toutes les parties ne sont pas, disons, prises au jeu, parce que la plupart des leaders politiques, disons, qui sont vraiment, qui font partie, ou qui font le poids politique en Guinée et ne sont pas dans le pays. On est en train de faire les choses de sorte que on ait une opposition qui est favorable au pouvoir, ce qui n'est pas, disons, moi je ne pourrais pas appeler ça démocratie, mais voilà, on attend de voir la suite des choses, parce que les ingrédients qui vont concourir à arriver à ce rendez-vous électoral laissent à désirer. Je pose la question. Ce scénario-là, on le connaît, celui d'une annonce d'un référendum. Là, très récemment, on peut prendre le cas, par exemple, du Gabon, qui avait fait un référendum constitutionnel en novembre dernier, qui annonce des élections en avril. Le schéma se répète, mais est-ce que quelles attentes, justement? Est-ce que c'est une façon de légitimer le pouvoir de Mamadi Doumbouya 4 ans après sa prise de pouvoir? Justement, je note quelque chose dans l'intervention de Sow, c'est que la communauté internationale qui, à un moment donné, je pense à la CEDEAO, à l'Union africaine, à l'Union européenne, aux Nations unies, qui, à un moment donné, condamnait toute prise de pouvoir par les armes. Mais ces derniers temps, on a l'impression que la communauté internationale s'accommode à une réalité qui, effectivement, ne fait pas adhérer nos populations. Et ces retours à l'ordre constitutionnel, tel que présenté au peuple guinéen par la junte au pouvoir à Conakry, montre à suffisance qu'on fait un coup d'État, on bénéficie d'une complaisance de la communauté internationale, on accélère les choses, un processus pour le retour à l'ordre constitutionnel totalement vicié de bout en bout, en amont et en aval, et au finish, on se fait élire. Et dans ces cas de figure, moi, ça me désole. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense qu'effectivement, ça va encourager de coups d'État sur le continent africain, parce qu'en fait, ça va avoir un effet contagion et de contamination dans certains États, et jusqu'à quand la communauté internationale ne respecte pas elle-même ces principes liés effectivement à la démocratie. Et donc, pour le cas d'espèce, c'est que l'opposition part défaillante, battue, et qu'il faut s'attendre que la junte au pouvoir remportera ces élections qui vont être organisées dans des conditions souvent calamiteuses dans nos États. Parce qu'en fait, les gens ne vont pas quitter facilement quand ils prennent le pouvoir par les armes. Et c'est ça le défi important pour nos sociétés et pour l'opposition en particulier, l'opposition qui est concurrente à une prise de pouvoir par les urnes. Or, aujourd'hui, on s'écarte de plus en plus avec ce coup d'État qui n'en finissent pas sur le continent, on s'écarte de plus en plus de la mode d'accession au pouvoir par les urnes. Olivier, oui, est-ce que c'est une élection jouée d'avance? Oui. Il n'y a pas de suspense. Il n'y a vraiment pas de suspense. Et en fait, maintenant, alors je vous retourne aussi la question, pourquoi est-ce qu'il se décide maintenant, 4 ans après sa prise de pouvoir, d'annoncer justement ce référendum constitutionnel en septembre? Mais tout simplement pour permettre les conditions de se représenter après et de légitimer tout simplement sa candidature et éventuellement son élection tout de suite après. Et ça, c'est une réalité quand même dans le pays. On parlait tout à l'heure de l'absence d'opposition. On ne va pas quand même imputer cette absence d'opposition uniquement au pouvoir. Il est clair, net, précis que le pouvoir fait tout pour ne pas arroser l'arbre qui permet de faire soulever les voix à l'encontre de ces décisions. Mais ceci dit, au jour d'aujourd'hui, ils ont un immense boulevard. Et je pense que quelque part, ce référendum, c'est plutôt un plébiscite qu'ils demandent. En fait. Voilà, tout simplement pour recevoir un blanc-seing de tout ce qu'il va faire ou ce qu'il a déjà fait. Parce que je pense qu'après avoir évacué le problème d'Addis Camara, qui était quand même très très dangereux parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est militaire et qu'il sait qu'avant d'arriver au pouvoir, il a fallu qu'il commence à préparer, à mettre en place les plans, qu'il puisse convaincre
des alliés et renverser celui qui était en poste. Et lui, il ne sait pas si la même chose est en train de se tramer derrière son dos. Donc, il faut absolument D'où le timing, justement, qu'on peut peut-être éviter soulever. tout. On voit que les deux annonces, elles se font à quelques jours d'intervalle. Et il y en aura encore d'autres. Qu'est-ce que ça traduit, justement, ces deux annonces successives comme ça? Qu'est-ce qu'il a voulu faire, justement, Mamadi Doumbouya? Il a pris de l'avance, justement, comme le disait Olivier. Ça traduit, Soukaina, le contrôle total du pouvoir en Guinée. C'est que vous avez tous les leviers, effectivement, aujourd'hui, et ça traduit également, effectivement, qu'en face de lui, il n'y a pas un contre-pouvoir. Et donc, face à cette situation, l'opposition ne fait que s'incliner face à un pouvoir aussi militaire, qui a verrouillé totalement l'espace civique et politique, manifestations interdites, arrestations d'opposants, exil d'opposants, la disparition forcée, la Guinée, disparition forcée de deux militants de la société civile. Et moi, je vais souvent à Genève pour plaider cette question. Donc moi, je pense que la situation en Guinée est encore une situation de terreur. Il faut une rupture. Pour moi, la Guinée, il faut une rupture. Il faut que l'inclusivité, mais c'est pas possible, c'est incroyable. J'ai beaucoup de respect pour ce pays qui m'a accueilli pendant 2 mois avant de venir à Paris. Moi, je pense que j'ai vécu de l'intérieur la situation de la société civile, des journalistes, etc. Je suis en lien avec les membres de la société civile et de la diaspora guinéenne. Je suis vraiment sidéré par cette situation. Il faut absolument que les Guinéens aussi aspirent à la démocratie, comme au modèle du Sénégal. Il faut rappeler que l'accord dynamique entre Guillaume qui a été conclu entre le gouvernement du CNRD ou de la transition en Guinée et la CEDEAO, c'était déjà, disons, une fuite en avant. Parce que quand on dit dynamique, ça veut dire qu'on peut reporter ou prolonger le délai. Donc c'est ce qui est arrivé. Le président Mamadi Doumbouya, je crois, il avait promis dans un de ses discours à la nation, à la fin de l'année, je crois 2022, il avait promis qu'en 2024, il y aurait eu le référendum. Et l'année passée, il a promis que dans le premier trimestre de l'année 2025, qu'il aurait pris un décret, mais là c'était juste parce que le décret a été pris le 1er avril 2025 pour convoquer le corps électoral au référendum. Tout ça entremêlé, en fait on est en train de passer à des calculs comme sur un damier, pour pouvoir se préparer et annoncer sa candidature à la fin. Et quel rôle Dadis peut jouer, justement? Dadis, il a un poids électoral naturel en forêt. C'est connu de tout le monde. Tous les acteurs politiques, que ce soit Alpha Condé, que ce soit Cellou Dalein, ils ont tous joué là-dessus. Mais sauf que à un certain moment, il faut arrêter et se faire soi-même violence, pour ne pas jouer sur cette fibre ethnique souvent, parce que moi je qualifie ça d'ethnostratégie. Il faut aller dans le concret, faire les choses de façon responsable et arrêter souvent de revenir au même point, parce qu'on revient au même point. Alpha Condé était dans cette situation, Mamadi Condé revient. Mamadi Doumbouya est là, il reprend les mêmes choses. En fait, c'est ce que je vous dis, c'est un système qui est là. Et le système, il est plus fort que les pouvoirs qui arrivent. Il est plus fort de sorte que quand il arrive, il est englouti par le système qui est là. Sachant que cette fois, c'est encore beaucoup plus dense parce qu'il s'agit d'un ancien chef militaire. Certes, chef d'État, mais également chef militaire. Et comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, il a ses réseaux, il a ses influences. Aujourd'hui, Dadis Camara est clairement l'atout politique de Mamadi Doumbouya en termes de... Non, c'est pas forcément un atout. C'est pas du tout. Mais il faut savoir neutraliser les dangers quand ça réveille quelque part. Parce qu'en fait, c'est un atout en un sens que M. Dadis Camara, il vient de un atout électoral. Électoral, parce qu'en fait, les viviers électoraux, justement, les viviers électoraux, c'est que ça va permettre effectivement aux forestiers de vouloir plébisciter ou bien de voter pour Mamadou Doumbouya, parce qu'il a gracié un de leurs fils. Et vous savez, il a su le dire, la société guinéenne, elle est ethnocentrisée. Ce qui fait qu'effectivement, les gens, il y a ce qu'on appelle le vote
ethnique. Et le vote ethnique, il faut absolument en Et finir. dire que Mamadi Doumbouya a dénoncé ça le 5 septembre dans son discours de prise de pouvoir. Et donc c'est l'ambivalence, Ouais. c'est l'ambivalence dans les discours. C'est que d'un coup, des démarches se font dans le cadre d'une rupture totale avec des pratiques tribalistes. Vous savez très bien ce qu'il y en a depuis un certain temps, et surtout la Guinée et dans d'autres pays, y compris dans mon pays, le Tchad. Ces pratiques ne peuvent pas, pour moi, prospérer, parce qu'en fait c'est des pratiques qui retardent la démocratie, parce qu'en fait la démocratie c'est le pouvoir du peuple et pour le peuple, et donc ça devait faire l'objet effectivement d'un programme politique, mais pas effectivement d'un agenda social, communautariste qui est un tremplin en fait. Voilà, donc moi je pense que c'est un calcul que M. Doumbia a fait, le fait de vouloir libérer M. Dadis Camara. C'est sûr qu'il va battre campagne pour qui? Pour Mamadou Doumbia, c'est sûr. Et donc moi je pense que un atout dans le sens que ça peut aider plutôt Mamadou Doumbia, mais un désatouts contre la population lésée, quoi. Non, j'avais envie de le taquiner parce qu'il disait que ça retarde la démocratie. J'avais envie de lui demander la démocratie d'où? La démocratie africaine ou la démocratie à l'européenne? Elle est universelle, la démocratie. Non, elle ne peut pas être universelle. Non, elle peut pas être universelle. C'est ce qu'on essaye de nous faire croire. Il y a des particularismes qui sont propres notamment à nos cultures et on ne peut absolument pas le dénier. Peut-être pas dans l'essence même de la démocratie. On ne peut pas le dénier, en tout cas. Est-ce que finalement, Mamadi Doumbouya, il arrive à se faire oublier dans son rôle de 2021? Quel avenir aujourd'hui pour la Guinée? Est-ce qu'il est en train de reproduire ce qu'il a fait en 2021, la prise de pouvoir comme ça, en évinçant l'ancien président? Est-ce qu'il a réussi à changer un petit peu la donne en 4 ans? Dans son discours, il disait que la justice sera la boussole, et aujourd'hui, la boussole de la transition, je crois que, je ne sais pas si on l'a perdu, ou en tout cas, mais on a perdu le nord par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés et qui ont fait que toute la population guinéenne a acclamé le CNRD, dont moi, parce que je suis guinéen et je le resterai à 100%. C'est un pays que j'aime, j'y vais toutes les années, tout le temps, et franchement, il faudrait qu'on prenne conscience des dangers qu'on met en place en premier temps à travers des discours. C'est qu'on ne peut pas, franchement, mettre dans l'exercice du pouvoir et faire en sorte que tous les Guinéens soient réunis sur la même table. Des Guinéens qui ont commis des crimes économiques, des Guinéens qui ont commis des crimes humains, qu'on puisse franchement mettre quelque chose, un plan de développement, un plan stratégique de développement de la société guinéenne et laisser la justice être forte, qu'on ne soit pas plus fort que la justice. Alors, moi je vais juste paraphraser monsieur l'imam Dicko, c'est un imam malien qui est très significatif. En fait, c'est la porte-parole du peuple malien dans sa contestation contre les régimes militaires. Une fois, il était interviewé par un média, que je ne vais pas citer le nom, un média français qui disait faites-vous confiance aux militaires. Il dit mais écoutez, ce n'est pas des extraterrestres. On peut vous faire confiance à ces militaires, mais regardez la situation aujourd'hui au Mali. Moi, j'ai peur que effectivement, ces forcings-là puissent mener effectivement le peuple guinéen dans un espace totalement fermé, mais dans l'intention d'une longévité au pouvoir. M. Mamadou Doumbia, aujourd'hui, il a 45 ans, j'imagine, il peut autant faire 20 ans encore. Et jusqu'à quand? Et là, il parle d'un système. C'est un système qui est complètement verrouillé et qui n'accepte pas la volonté d'une alternance politique en Guinée. Il faut absolument que d'autres forces politiques émergent et que la Guinée, qui est un scandale géologique, c'est ce qu'ils disaient souvent les Guinéens. C'est ce scandale géologique qui détient énormément effectivement, des gisements, tant en ressources minéraires. Mais la Guinée aujourd'hui fait partie effectivement des pays qui tiennent le bas de l'échelle de développement, de l'indice de développement humain. Moi, je pense que la situation en Guinée nous permet effectivement souvent de diagnostiquer avec beaucoup d'objectivité, mais avec beaucoup de lucidité. Sans cela, je pense qu'on n'aura pas aidé les Guinéens à surmonter ces difficultés qui, malheureusement, enlisent ces pays-là. Olivier? Ah, mais moi, je ne serais pas d'accord avec lui, hein, une énième fois. Je ne pense pas que ce soit forcément une obligation de changer les personnes, et je ne crois même d'ailleurs pas que c'est forcément lié à une personne ou à un régime. Le plus important, c'est l'évolution du pays, l'avancée du pays. Si on a quelqu'un qui, quelque part, se préoccupe d'abord des réalités, y compris les réalités quotidiennes des populations, et qui essaye de créer les conditions pour améliorer le pays avec les investissements. Est-ce qu'en 4 ans, ça a été le cas? Il y a des choses de bien et des choses de pas bien.
On va dire ça comme ça. Je ne suis pas ici pour distribuer les bons ou les mauvais points. Non, on est là pour faire un bilan aussi de la gouvernance et du niveau Moi, de je vie, parle de par la rapport population. à la suite, parce que de toute façon, il n'y aura pas véritablement de suspense, sauf grande surprise, mais ça m'étonnerait quand même. Ce sera le même régime qui sera reconduit cette fois d'une manière légitime par le vote des populations. Ben, il peut avoir ambition de rester s'il travaille. S'il travaille, il n'y a absolument pas de problème. Je me rappelle ici, on avait eu un débat avec le grand patron de la chaîne et qui était en train de dire qu'il ne comprenait pas, par exemple, pourquoi on avait organisé les élections, je crois que c'était en RDC. Il disait que ça avait coûté, je crois, $1 milliard. Et il disait pour quel résultat? On avait exactement les mêmes personnes qu'avant. Si on n'avait pas organisé les élections, cet argent-là aurait pu servir à d'autres choses, au développement des écoles et compagnie. Mais quand on a toujours les mêmes personnes, quand on sait dès le départ que de toute façon, l'élection qu'on organise, c'est pour faire plaisir à la communauté internationale, on peut s'épargner bien des choses. Parce que le petit peuple, lui, eux, ils se battent parfois à la machette dans certaines régions, alors que les grands, non, ils s'échangent, ils s'entendent les uns les autres, et puis, allez, on fait des choses entre amis. Olivier, le charme de Voice Live en tant que média et en tant que chaîne africaine et qui est ces derniers temps le plus suivi, parce qu'en fait, c'est ces débats contradictoires que je vais entendre. Parce qu'en fait, on essaie ici, sur ces plateaux, d'en débattre et de proposer des alternatives à l'Afrique. Il y a des gens qui sont plus conciliants, comme Olivier. Il y a des gens qui sont trop durs. Non, c'est du réalisme. Il y a une modératrice qui anime ces débats. Moi, je pense que c'est ça le charme de... Maintenant, c'est aux Africains d'apprécier nos analyses les uns et les autres pour permettre effectivement de tirer les conclusions. Faudra-t-il continuer à vivre des régimes qui confisquent aussi longtemps le pouvoir au détriment du développement, ou bien on doit s'accommoder à ces réalités? C'est le point d'interrogation. Donc, ça revient, je sais, je laisserai la parole. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. La question n'est pas qu'il confisque le pouvoir. Moi, je viens d'un pays où je pense que le chef de l'État de ce pays est en place depuis une fois que le pouvoir 1982. est détenu par la présidence. Voilà. Donc, moi, la confiscation du pouvoir au Cameroun, moi, je ne la confisque pas. Lapsus révélateur. Non, mais je n'adhère pas totalement à ces démarches. Le Cameroun est un pays voisin de mon pays, le Tchad, et donc moi, je connais les réalités au Cameroun. 43 ans de règne, pour moi, c'est inadmissible. Ça fera peut-être moi, je reviens un peu. Il y a eu Idriss Déby aussi. Pour ne pas tout peindre en noir, moi, comme je vous dis, je vais souvent en Guinée depuis l'avènement de Mamadi Doumbouya au pouvoir en Guinée. Moi, je suis allé plus de 2 fois. Mais ce que je peux mettre à son crédit, c'est aussi son engagement à accélérer les projets, même s'il les a trouvés. Ça, franchement, il n'y a rien à dire. La célérité avec laquelle tous les projets sont exécutés, parce que quand moi je suis arrivé en Guinée après l'avènement de Mamadi Doumbouya en 2022, la route Pamalap, Forêt-Caria-Pamalap, vous parlez de projets d'infrastructure. Oui, des infrastructures étaient en souffrance. Et franchement, aujourd'hui, cette route, elle a été inaugurée, nickel. Et tout récemment, le pont à Bambeto, qui était aussi en souffrance avant son arrivée, bientôt, je crois, à ce mois d'avril, les délais ont été respectés. Il avait dit que avril 2025, cette infrastructure qui vraiment désengorge la capitale guinéenne sera vraiment inaugurée. Là, par contre, il faut franchement le tirer chapeau. Moi, je vous laisse le mot de la fin, Makela. Justement, j'apprécie la lucidité de Sow parce que c'est un ami de longue date. Et moi qui suis entre plusieurs amis guinéens, il y a des jusqu'au-boutistes. Ce que je voudrais dire en toi, c'est que tu es un peu lucide sur la situation en Guinée et tu peux être une force de proposition dans la réconciliation des fils et filles du Guinée. Et c'est ce qu'on recherche. Et on va laisser évidemment nos téléspectateurs réagir sur le sujet du jour. Quelle lecture faites-vous, vous aussi, derrière vos écrans, de la grâce présidentielle de Dadis Camara, mais aussi de ce référendum constitutionnel proposé par Mamadi Doumbouya. Merci, messieurs. Merci Abdoulaye Djibril Sow d'avoir été parmi nous. Olivier Enogo et Makela Ngebla, merci d'avoir été parmi nous, nous avoir éclairés sur le sujet. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de Vox Live.
Ce programme vous a été offert par Afriland First Bank.